Bienvenue tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo que l'on attendait un peu avec impatience, Grenat Forever et moi-même. Salut Grenat Forever d'ailleurs. Salut Socket, bonsoir amis messins, bonsoir à tous. C'est ça, donc une vidéo qu'on avait envie de faire depuis longtemps parce que on s'est dit ça serait bien quand même de faire un petit top des moments forts de la saison 2018-2019, donc par rapport au FCMS. Et on s'est dit bah ouais, je crois que c'est l'instant, c'est le moment, on va s'y attaquer. Alors pour expliquer comment ça va se passer, très rapidement, chacun notre tour nous allons donner pour la place de numéro 10 quel est le moment fort qu'on a apprécié le plus. Aussi on va donner des petites mentions honorables au début très rapidement, un peu pour voilà, dire des moments qui auraient pu être dans le top 10 mais qui sont peut-être pas forcément si importants que ça qu'on va tout simplement pas les mettre dedans. Et donc on va faire ça. Dans les commentaires, si vous avez votre petit top 10 à vous des moments forts, mettez-les. Hein, c'est toujours intéressant de voir ce que pensent les supporters de Metz. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé de cette saison-là au point de vue des moments forts, qu'est-ce qui pourrait les a marqués. Et nous, on va pouvoir comme ça, d'ailleurs, vous répondre et un peu débattre sur cette question-là. On va sans plus tarder s'attaquer au vif du sujet. Donc, top 10 des moments forts de la saison du FCMS 2018-2019. On va commencer par des mentions honorables. Je te laisse la main. Est-ce que tu peux me dire deux petites mentions honorables que tu n'as pas pu intégrer dans ton top 10 Gonna Forever? Voilà, tout simplement. Avec grand plaisir. La première, ça n'a rien à voir avec la saison de Metz, mais c'est le retour de deux monuments du foot messin. Je parle de Grégory Proman et de Laurent Aguasi. Bien sûr. J'ai trouvé que c'était quand même un moment fort, donc je le mets en mention, parce que c'était deux mecs qui ont marqué l'histoire du club, chacun à un degré différent, donc j'étais assez heureux. Donc pour moi, c'est quand même un moment fort. Et Proman qui entraîne la réserve. Qui est entraîneur de la réserve. Et Aguasi qui a signé pour jouer en réserve. Tout à fait. Et mon deuxième moment fort, c'est c'est un petit coup de gueule, c'est le manque d'affluence générale à Saint-Symphorien sur l'ensemble de la saison. Ah, bien sûr. Je le mets pas dans mon top 10 parce que j'ai un top 10 de moments forts vraiment heureux. Donc je le mets là parce que j'ai trouvé que pour une équipe qui est championne de Ligue 2, qui caracole en tête toute la saison en championnat, avoir une moyenne de 12 000 spectateurs avec les efforts consentis par le club cette saison, j'ai trouvé ça un peu limite. Désolant. Un peu limite désolant. D'ailleurs, élément dont on reparlera peut-être dans la vidéo sur le bilan de la saison en chiffres. Hein, on vous le tease un petit peu parce qu'on va certainement en parler aussi. Moi, dans mon cas, donc deux petites mentions. Alors, première mention qui n'est pas directement liée à la saison 2018-2019 puisque cette mention-là, elle a lieu à la fin de la saison 2017-2018. Je parle bien évidemment de l'arrivée de Frédéric Antonetti, qui est quand même un moment fort parce que même si elle est annoncée en fin de saison dernière, elle aurait pu être très bien annoncée durant l'été, ça aurait été pareil, mais pour moi, c'est un peu le début d'une nouvelle histoire. Son arrivée, donc un moment assez fort. Et deuxième petite mention honorable, c'est quand même l'arrivée dans la famille Grenat d'un nouveau personnage très important, en la personne de Grayou. Bien sûr. Qui constitue, Grayou qui donne un vent de fraîcheur assez important quand même dans la communauté messine. Parce que ça fait beaucoup rire, parce que c'est aussi un argument un peu marketing par rapport aux familles qui étaient mises en place par le club. Et voilà, tout le monde est content de l'arrivée de ce personnage au sein de la famille messine. Et on espère que pendant des années, il va continuer à nous régaler. Je l'ai pas mis dans mon top 10, j'aurais pu le mettre dans les moments forts, mais je me suis concentré exclusivement, on va dire, sur le plan sportif. Donc, Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai que moment fort, comme on l'a dit, moment fort, ça peut être du sportif, ça peut être aussi de l'extra sportif, mais évidemment lié au FCMS. Mais ça, c'est on a tous un peu une interprétation des moments forts de la saison du FCMS. On va commencer par conséquent le numéro 10 et je te laisse la main pour le premier numéro 10. Je t'écoute. Alors là, c'est ma petite wildcard. Ah, la wildcard. J'ai mis là, c'est un petit point négatif, c'est le derby retour.
Ah, Je le mets en numéro 10 parce que ça m'énerve d'avoir perdu le derby, donc je le mets dans les moments forts parce que même si on en a fait une vidéo là-dessus, que ça comptait peut-être pour du beurre, que les joueurs, voilà. Ça reste un derby, c'est c'est le match que je voulais qu'on gagne, on l'a pas fait, donc c'est ma petite wildcard, donc voilà. ah bah très bien. Ça commence bien d'entrée. Alors bah moi Ah. pour mon top 10, je vais mettre quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et le match Gazélec Ajaccio Metz l'a montré. Alors pour rappel, le deuxième but marqué par le FC Metz, Habib Diallo est envoyé en profondeur. Et Habib Diallo, qui est en compétition pour être le meilleur buteur, au lieu de jouer le face-à-face directement avec le gardien de but, décide de faire la passe à Ibrahim Niane, qui peut mettre le but. Et cette action-là, je trouve qu'elle était forte parce qu'elle symbolisait la très belle amitié, et même plus que ça au final, entre les deux joueurs qui se considèrent un peu comme des frères. Et c'est un moment fort dans le sens où c'est très rare dans une équipe où les attaquants qui en plus, bah, généralement l'un est titulaire, l'autre est remplaçant, ont une aussi bonne relation. Généralement, la relation est très conflictuelle, enfin pas conflictuelle, mais elle est un peu tendue parce que t'es en vraie concurrence, alors qu'au final pas vraiment. Et je trouvais que cette action durant ce match-là a été vraiment le symbole un peu de cette belle relation. Donc ça c'est un peu mon top 10, enfin c'est ma 10e place pardon. Donc c'est la complicité de Niane Diallo. C'est ça, et le match Gazélec-Metz en est à l'illustration, je dirais parfaite. D'accord. Ensuite, numéro 9. Je le fais si ça ne dérange pas, comme ça on fait... Ouais, avec plaisir. Alors là, je vais un peu aller sur ton terrain, le terrain que tu as évoqué par rapport au derby. Alors, je vais pas parler du derby retour en soi, mais je vais parler du fait que un moment fort important, c'est le fait que c'est le retour des derbys après quand même 2 années en Ligue 1 où tu n'as pas de derby. D'accord, ah, dans le sens, d'accord, ouais. C'est ça, donc c'est le retour du derby Metz-Nancy qui pour moi est un moment fort de la saison parce que ça fait longtemps que tu n'en as pas eu un. Tu gagnes quand même le premier 3-0 qui a été une très belle fête. Le match retour a été un non-match de la part des Messins, mais surtout un très bon match de la part des Nancéens. Mais voilà, c'est ce que je veux dire, c'est surtout le fait que voilà, le retour du derby Metz-Nancy, malheureusement qu'on va pas connaître l'année prochaine puisque Nancy a dû lutter jusqu'aux dernières journées pour son maintien en Ligue 2. Maintenant à toi, je te laisse pour le 9e choix. D'accord. Bah là, moi j'ai la qualification en Coupe de France à Monaco. Ah oui, effectivement. Donc j'ai trouvé que c'était un moment fort parce que c'est un match où ça a permis de révéler notamment Marvin Gakpa. C'est un peu le match déclic pour lui. Mmh. Donc puis voilà, ça coïncide avec le limogeage de Thierry Henry. On va quand même gagner chez une équipe de Ligue 1 avec des joueurs estampillés niveau international. Ouais. Qui plus est sur un score de 3-1. Donc je trouve que c'est quand même un moment fort dans cette saison, cette qualification en terre monégasque. Je peux pas le mettre plus haut parce que c'est pas non plus un moment qui aura compté dans la course à la Ligue 1, mais il fallait que je le mette là pour le petit clin d'œil. Totalement logique. Alors on peut attaquer le 8e. Le 8e, à ton tour. Cette fois-ci, je te laisse la main. Ok, donc là pour moi, mon 8e, c'est le projet Tribune Sud. Voilà. Alors le projet Tribune Sud ou le projet des infrastructures au niveau global, vu que maintenant il a évolué ce projet-là? Vraiment le projet Tribune Sud dans son ensemble, au niveau global. Voilà. Donc tu veux dire avec les angles, tout ce qui a été notamment rajouté dernièrement par... Tout ça, Frescati. D'accord, ok. Etc. Okay. Je trouve que voilà, ce projet-là nous fait rentrer dans une autre dimension. Oui. J'ai l'impression qu'on passe un cap là, on est dans le bon sens. J'espère qu'on est sur la bonne pente. En tout cas, on en prend le chemin. Le club fait tout pour. Donc pour moi, c'est un moment fort parce que ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un projet de cette envergure. Donc j'espère ça va aboutir à quelque chose de bien dans un avenir proche. Donc il fallait que je le mette là. C'est totalement
Je vais en parler davantage par la suite, donc je vais pas rajouter d'autres choses par rapport à ce que tu as dit. Pour le numéro 8, alors, dans mon cas, moi, je vais choisir... C'était un peu compliqué de le mettre là, mais il y a quand même... C'est un truc assez marrant, c'est ce fameux... Toute l'histoire autour de Sochaux contre Metz. Qui a quand même été un sacré bazar. Alors, on avait déjà parlé à de nombreuses reprises de cette histoire assez extraordinaire de match de Ligue 2 qui se tient le lundi de la première semaine de trêve internationale où t'as des internationaux qui ont réussi à garder pour le match un autre international luxembourgeois, le fameux Laurent Jans, qui n'a lui pas pu être gardé. Le match en soi, qui est assez dingue quand même, quoi. Tu gagnes 2-1 avec un Alexandre Rouquidja qui peut te prendre quasiment 2 cartons rouges durant le match. C'est ça. À un moment donné, paranormal, à un moment donné, on passe dans une défense à 5 où on prend le but. Enfin voilà, ce match était un peu n'importe quoi, mais vraiment tout le contexte du match était assez n'importe quoi. Donc c'était quand même un sacré bon. C'était marrant au final parce que tu gagnes le match, mais quand tu y réfléchis, tu dis putain le bordel quand même quoi. C'est clair. Assez extraordinaire. On va attaquer le numéro 7. Ouais. Le numéro 7, donc là j'ai mis le projet du stade. Effectivement, comme tu as dit, projet du stade en soi, Frescati, qui effectivement nouvelle ambition du FC Metz qui est de répondre à l'exigence du monde professionnel aujourd'hui, qui est que les joueurs, le staff ils doivent pouvoir travailler dans de très très bonnes conditions, ce qui est malheureusement pas le cas jusque-là. Aussi, quand tu vas attirer de nouveaux joueurs, il faut que tu aies quelque chose à leur montrer. Donc c'est un peu enfin le passage du FC Metz au 21e siècle, comme beaucoup de clubs l'ont déjà fait, comme Lorient par exemple, qui est en Ligue 2 aussi. Donc ce qui fait que tu passes un cap et tu penses et t'espères que ça va être assez décisif sur le long terme, à la fois pour ton équipe professionnelle, mais aussi pour tout ce qui est l'aspect formation, la post-formation. Donc ça c'est pour mon 7. Ton numéro 7 à toi. Ah bah moi je l'ai là, parce que t'en as parlé tout à l'heure. Moi j'ai l'arrivée de Frédéric Antonetti. Ah, tu t'en parles, ok. Bah je suis obligé de le mettre dans mon top 10 parce que c'est quand même... ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un entraîneur autant réputé avec un aura aussi important dans l'histoire du club. Donc c'était pour moi la première nouvelle qui fait qu'on allait franchir un cap, c'est cet entraîneur, parce que en plus il signe pour 3 ans, donc c'est un projet déjà qu'on a sur le long terme. Oui. Donc voilà, il a signé certes à la fin de saison 2017-2018, mais pour moi c'est le commencement de cette saison 2018-2019, c'est l'arrivée de Frédéric Antonetti. Ça se défend. Je suis obligé de le mettre là parce que voilà. Ça se défend entièrement. Ensuite, numéro 6, donc c'est à toi. Je vais rejoindre mon point précédent. Ah, vas-y. Parce que là c'est le départ de Frédéric Antonetti. Tu mets... Enfin, l'éloignement en fait. L'éloignement, voilà. La nouvelle de son départ le 11 ou 10 décembre. Je trouve que c'est quand même un moment fort parce que c'est... Voilà, sa femme est souffrante, donc on a dû composer avec un Frédéric Antonetti non présent physiquement pendant 6 mois. On pensait pas que ça allait prendre une telle ampleur en termes de durée. On pensait pas. On pensait au début que ça allait être que pour peut-être la fin de la phase aller, qu'il allait revenir en janvier, et au final on a très vite compris après le mois de janvier que plus ça avançait, plus on se disait qu'on le reverrait pas de la saison. Ah ouais, non mais ça c'est certain. Je trouve que c'est quand même un moment fort parce que ça a permis de voir Vincent Ognon du coup en chef de meute, et on a vu qu'au final il a pris autant de points voire je crois 2 points de plus que Frédéric Antonetti sur la première partie de saison. Donc il perd un match de moins. Voilà, il perd un match de moins, il en perd 2, Fred en perd 3, donc voilà. Mais ça a quand même été un sacré coup de bambou sur le moment, donc ça fait partie d'un de mes moments forts de la saison. Donc mon numéro 6 pour moi, ça va être alors un match qui était assez extraordinaire, plein d'émotions, je me souviens même où est-ce que j'étais. C'est le fameux Clermont-Metz. Ah là, ce match, il est... Alors, on rappelle, le match
On est mené au score. 2-0. 2-0. Bon, là, t'as Ibrahimian qui te sort un but qui... Et c'est d'ailleurs, c'est bizarre, il a pas été il a pas été dans la compétition des plus beaux buts parce que franchement, le but est fort quand même. Incroyable. Excentré à l'entrée de la surface côté gauche, mais vraiment très excentré. Là, t'as 2-1, donc tu dis, bon, allez, on va essayer d'accrocher le nul. 2-2. Et là, tu fais A. Et alors, sur le coup franc, temps additionnel, coup franc de Boulaya, dévié par le mur, qui rentre en lucarne. Allez, hop. Et l'action qui amène ce coup franc, c'est elle de Pigeon. C'est ça, mais Paris, ouais, et surtout, c'est le match. Alors, il y a l'émotion du comeback où t'es mené 2-0. Et tu reviens et tu espères le nul quand tu reviens à 2-1, tu vois, t'espères le nul, mais tu gagnes le match au final. Et c'est surtout dans le contexte que tu fais un super début de saison et tu dis putain, fait chier quoi, ça va nous, tu vois, c'est un petit ralentissement qui va nous emmerder. Et là, tu surpasses ça et tu gagnes le match quoi. Mais pouah, c'est clair. extraordinaire. Le numéro 5 maintenant. Alors, numéro 5, c'est un moment un peu triste. C'était la blessure du Dol. D'accord, un moment fort, ok. Ah oui, non mais alors, attention, alors oui, important, je le rappelle. Alors les gens vont voir moment fort, ils vont se dire des moments positifs. Alors moi, non, pour moi, un moment Pas fort, forcément, hein, oui. c'est négatif, positif. Et c'est vrai que la blessure du Dol, c'est un moment qui est terrible parce que il fait un super début de saison. Quand je dis super début de saison, hein, évidemment, vous avez compris, il a fait très peu de matchs en début de saison, mais le peu de matchs qu'il a fait, c'était super intéressant. La pré-saison, il était très impressionnant aussi. Tu vois, genre, présence physique. Et surtout, on se dit, putain, il revient comme ça après la terrible blessure qu'il a eue, quoi, la saison d'avant. Et tu dis, putain, c'est bon. T'as de la peine pour lui. Et là, il se reblesse. Et là, en plus, il se reblesse et on se dit... Bon allez, ça va prendre, on annonce entre 4, 5, peut-être maximum 6 semaines. Et je le disais même, je dis on va peut-être pas chercher à le remplacer par un aussi bon latéral. Et malheureusement, au final, Udol, il est absent toute la saison, quoi. C'est ça. Bon, l'histoire est bien faite, hein. On a recruté un latéral gauche, un ancien paysagiste qui est très très fort, hein. Bon voilà. Je vais pas refaire l'histoire comme Samuel Olivier, hein. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. À ton tour. Bah là, moi j'ai le match à Saint-Symphorien entre Metz et Lorient et le but de Marine Gagpa. Ah oui, pour bien moi, sûr. le match charnière de cette fin de saison. Ça a été le match où c'était un match à qui tout double où les Messins pouvaient frapper un grand coup dans la course à la Ligue 1 et distancer son concurrent le plus coriace, c'est-à-dire Lorient, qui au final s'est complètement écroulé sur la suite de la saison. Ou alors relancer Lorient et avoir une fin de saison un peu peut-être à commencer à douter dans les têtes. Et au final, vu le scénario, le carton rouge d'Opa assez rapidement, alors que tu viens d'ouvrir le score, tu te dis c'est pas possible, il va falloir jouer plus d'une heure sans lui et tu joues une heure où tu maîtrises totalement les débats, mentalement t'es là, c'était une équipe contre une succession d'individualités en face et même avec un joueur de moins on a réussi à gagner. Ce clou du spectacle, c'est ce but magnifique de Marvin Gagpa dans un contre assassin. Je me rappelle quand on en venait même, enfin moi je m'étais dit genre putain j'ai l'impression qu'on joue mieux à 10 qu'à 11. Mais c'est ça. C'est terrible comme constat quand même. Hein. Ouais. On était vraiment, j'ai vu une équipe là. C'est là qu'on a senti que les mecs étaient vraiment soudés les uns aux autres. On l'a vu tout au long de la saison, mais encore plus sur un match du coup quand t'es à 10. Ah bah oui, là tu vois tout de suite. Hein. C'est ce genre de match qui permettent de souder des groupes. Donc c'était voilà. Je l'ai mis en numéro 5. Très bon choix. On peut directement attaquer par le numéro 4. On se rapproche du top 3 tout doucement. À toi. Donc là, j'ai Metz-Valenciennes. Moi, je l'ai en 4. J'ai d'autres moments un peu plus forts au-dessus. On gagne 3-0, on a fait le job. On sait que on va certainement jouer le titre dans le derby. Et au final, à 85e minute, tout le public de Saint-Symphorien qui se lève. Tout le monde regarde son téléphone. Béziers qui vient d'ouvrir le score contre Brest. Metz est officiellement champion. La fête qui s'ensuit, qui n'était pas du tout prévue.
Parce qu'il y avait une chance sur 100 que, voilà, qu'entre guillemets, que Brest perde à Béziers. C'est ce qui s'est fait. Du coup, tu es champion de France devant ton public. Tu as une micro-fête improvisée avec un clapping des joueurs. Donc c'était obligé. Ça gratte pas mon top 3, mais il est obligé d'être tout en haut parce que on est officiellement champion de France de Ligue 2 et c'est l'aboutissement d'une saison incroyable. Donc voilà pourquoi il est aussi haut et c'était normal de le mettre là, je trouve. C'était quand même un moment assez émouvant. T'es champion, quoi. T'es champion. Assez émouvant. Alors moi, un moment un peu moins émouvant, mais quand même une certaine reconnaissance de la part quand même du championnat, c'était les trophées UNFP. D'accord. Qui, à défaut de récompenser le talent individuel de nos joueurs, a davantage récompensé le collectif, puisque comme on l'a dit dans la vidéo sur les trophées UNFP, 7 joueurs messins dans le 11, donc plébiscite total sur le collectif messin, donc forcément cette petite photo très sympathique où tu as tous les joueurs, enfin t'avais je crois que tu avais 6 joueurs messins qui étaient présents sur cette photo-là. C'est ça, si je dis pas de bêtises, il doit manquer... Sunzu, puisque Sunzu était blessé. Stopila Sunzu, blessé, qui n'était pas là. Sunzu était blessé, et puis il y avait le milieu de terrain de Lorient. Donc c'était... qui était présent sur la photo. Donc c'était vraiment... Ouais. Donc c'était vraiment un très bon moment. Voilà. C'est une bonne reconnaissance, quoi. Je suis d'accord avec toi. Ensuite... on entre dans l'instant. L'instant fatidique, notre top 3. Le top 3. Alors, top 3 je pense qu'on devrait relativement être d'accord là-dessus. Bah en vrai, c'est pas si sûr que ça en vrai. Bon. Je vais te laisser commencer du coup. Les sifflets après Metz-Grenoble. En numéro 3. Alors moi, ça dans mon... voilà. Ça m'a... c'était terrible. Alors on rappelle évidemment, match contre Grenoble à domicile qui comptait pour, si je dis pas de bêtises, 34e journée. Après un mardi soir, 4 jours après s'être imposé contre le Gazélec d'Ajaccio à Ajaccio, les Messers reçoivent les Grenoblois avec la possibilité de valider la montée. Tu commences très très bien le match et puis tu te fais égaliser et tu tentes, mais évidemment que l'équipe de notre ami Inchberger ne voulait pas se laisser facilement battre, ce qui fait ce qui fait que tu ne gagnes pas ce match là. Et alors là, le truc le plus scandaleux qui rejoint ce qu'on pourrait appeler un Hall of Shame de cette saison là, avec les sifflets à l'encontre de Farid Boulaya, c'est ces sifflets entendus, quoi, qui auraient pu passer inaperçus, sauf que tu vois très bien que dans les interviews d'après-match, des joueurs comme Oukidja l'ont relevé, en disant que c'était presque limite scandaleux que des gens sifflent une équipe qui est leader depuis la première partie de saison et qui connaît un frein, mais qui est pas non plus un énorme frein par rapport à l'avance que tu as au deuxième. Et c'est vrai que c'était absolument scandaleux. Moi je l'ai pas mis parce que j'ai pas envie de donner du crédit à des imbéciles, donc pour moi c'est pas un moment fort dans le sens là pour moi. Mais moi ça c'est un moment fort parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas retrouvé qu'une seule fois et qu'on ne devrait pas avoir justement. C'est pour ça. Bien sûr. Donc c'est à ton tour maintenant, tu peux y aller. C'est tout frais, en numéro 3 j'ai Metz-Brest, tout simplement. Ouais. J'ai le match et tout ce qui s'est passé après. Donc le match en lui-même, on va pas revenir là-dessus, on a déjà fait le débrief. C'est plus les festivités en moment fort et en point d'or le discours du coach de Fred. Ça m'a touché vraiment beaucoup. C'est vrai. C'était obligatoire d'être sur le podium. J'aurais pu dire juste le discours du coach, mais le feu d'artifice était tellement bon derrière que donc j'englobe tout, la remise du trophée, le Coad qui monte en tribune ouest, le discours de Fred, le feu d'artifice qui était magnifique, et puis le match en lui-même pour conclure cette saison incroyable qui était de toute beauté. Donc je le mets là sur mon podium, voilà. Et c'était un très grand moment pour tout le monde, c'est quelque chose de certain. Le numéro 2, ça va être la fin d'une époque.
Le départ de Baliou et de Jonathan Rivirez. Ok, d'accord. Ah ouais, je m'attendais absolument pas à ça, mais d'accord. Qui est la fin d'une époque, on vous rappelle, hein, Ivan Baliou qui a été apporté par le très célèbre, l'illustre Carlos Freitas, qui nous a trouvé un très bon joueur en la personne d'Ivan Baliou, mais aussi nous a trouvé certains joueurs un peu, voilà quoi, un certain Baldé, hein. Force est de constater qu'il fait du bon boulot. Enfin, qui fait pas du si bon boulot avec la Fiorentina quand on voit le niveau de la Fiorentina en ce moment. Ouais. Mais c'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est que le départ de Baliou et de Rivière, ça ferme le livre de cette époque, comment dire, de cette saison de Ligue 2 qui derrière après débouche sur une saison de Ligue 1, tu vois, Bien avec sûr. cette remontée folle. C'est la fin c'est la fin d'une époque. Tu pars sur un nouveau chapitre aujourd'hui du livre SMS. Et ouais, le départ de Baliou, bon après c'est encore une fois son choix de départ et à mon sens il est logique. Je pense qu'il a pour sa carrière il a fait le très bon choix. Mais voilà, c'est la fin d'une époque tout simplement. Mmh. Et donc le numéro 2 pour toi? Bah pour moi c'est. Au début, j'ai dit je vais le mettre en 1, mais au final, non, parce qu'il y a un autre moment fort que c'était obligatoire de mettre en 1. Donc, évidemment, en numéro 2, j'ai le derby retour. Le derby retour. Oui, oui. Le derby à Saint-Symphorien, au mois de janvier. Comme tu en as parlé tout à l'heure, les retours du derby qu'on attendait depuis 2016. Le vrai derby, c'est celui-là. C'est Metz-Nancy. Il y a eu tout l'attente du fait que match reporté, alors que ça devait être avant Noël, un beau cadeau de Noël. C'est vrai, ça a été reporté à cause des gilets jaunes, ils nous le remettent. Un mardi soir, en pleine semaine, 19h. Terrible. Le stade du coup n'était pas plein comme le public messin aurait voulu l'espérer. C'est vrai. Et au final, tu gagnes 3-0, donc c'est le score que je pense tout le monde rêvait avant le coup d'envoi. T'as ce but de Maïga et c'est Maïga qui saute dans la tribune pour célébrer avec le. Puis voilà, c'est tout en haut parce que c'est le derby, c'est la fierté régionale. Tu gagnes 3-0, t'es premier à ce moment-là, t'enfonces Nancy qui à ce moment-là était vraiment au fond du sac. Moment inoubliable, je retiendrai tout le temps la date. 29 janvier 2019, donc inoubliable. Inoubliable. Et donc on s'attaque au premier choix, qui est donc je vais te laisser la main sur ton dernier choix, sur ton moi, numéro 1. Il est assez simple, j'ai pas fait, c'est un choix assez banal et logique entre guillemets. C'est le match Red Star Metz. Ah, le Red Star Metz, oui. Pas facile, hein. Pas facile comme match. Pas facile. Après, voilà, vous allez me dire, c'est logique que je le mette en 1 parce que voilà. Bah après, c'est normal, c'est. Déjà parce que c'est Opa qui nous donne la montée et que j'adore ce joueur et je trouve que c'est la juste récompense de tous ses efforts qu'il fait à Metz depuis qu'il est arrivé. Oui. Et puis voilà, c'est la consécration, le retour officiel du Football Club de Metz dans la première division française. Donc c'était un moment, c'est le plus beau moment de cette saison. T'es de retour en Ligue 1, t'as la fête après dans les vestiaires. C'était, moi tu l'as vécu avec moi, c'était inoubliable. Voilà, c'est enfin tu peux relâcher 10 mois de pression, t'es là, voilà, t'es toujours là à te dire, y compris moi qui est de nature pessimiste, merde, mathématiquement c'est pas encore fait, à faire des calculs. Là, on pouvait souffler, on était officiellement en Ligue 1, donc c'est moment numéro 1. Je pense qu'il y en a qui vont être d'accord, peut-être qu'il y en a qui seront pas d'accord. Comme moi, par exemple, hein, parce que moi, évidemment, en numéro 1, je vais mettre... pour moi, je reprends les mots de Serein. Il disait la journée parfaite par excellence avec tous les événements de la journée qui sont incroyablement positifs. Hein. Pour moi, c'est évidemment le Metz-Brest. Hein. Le Metz-Brest qui, parce que tu gagnes le match, t'apprends enfin... t'as un peu plus, comment dire, de lumière sur l'avenir avec Frédéric Antonetti. Tu as la remise du trophée, tu as, comme tu as dit,
Coad qui vient en tribune, t'as Hangbang qui nous chante 50 fois son Ici c'est Metz avec un son hyper aigu qui te pèterait le tympan. C'est d'ailleurs notre nouvelle petite sonnerie d'avant vidéo, hein, comme vous l'aurez remarqué, on a étendu l'oreille. C'est tellement important pour nous qu'on l'a mis en introduction de chaque vidéo, donc dont cette vidéo là. Donc oui, non mais c'est évident. Donc franchement, il y a pas grand chose à dire. C'était une super soirée. Pour moi, c'est légitime d'en faire le top 1. Après, voilà. Sur mon podium, donc. Ouais. Donc, après, il y a d'autres moments, comme tu l'as mentionné, j'aurais pu parler de l'éloignement de Antonetti, du match contre Valenciennes qui est extraordinaire parce que tu t'y attends pas. C'est une surprise immense. Mais le Metz-Brest reste quand même dans l'enchaînement de tout, quoi. Festivité avec les feux d'artifice et voilà. C'était une soirée parfaite, comme l'a dit le président Serein. Et c'est super pour terminer une saison. Et donc je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc vous avez donc entendu les top 10 de chacun. N'hésitez pas à mettre en commentaire, comme on l'a dit, votre top 10 à vous, à faire un petit like et un petit abonnement sur la chaîne, hein, si vous appréciez notre contenu. Et nous, on vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos, comme par exemple le bilan de la saison en chiffres, ou alors vidéo sur le mercato qui va arriver quelques jours avant le début du mercato. Et on se retrouvera pour tout ça. En tout cas, merci Grenade Forever, comme d'habitude, hein, pour ta présence. Merci à toi, merci à tous de nous avoir écoutés. Et on vous dit tout simplement à la prochaine. À très vite.